Salut tout le monde, je suis Kossi Balao, le directeur du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes, un forum que nous avons lancé en partenariat avec le réseau international des journalistes basé à Washington pour offrir de l'aide, des opportunités et des ressources aux journalistes francophones du monde entier qui couvrent cette crise sanitaire mondiale. Le forum réunit à ce jour plus de 1000 journalistes et experts de la santé de renommée mondiale. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire. Je pense que nous allons avoir une discussion très intéressante sur quel modèle économique pour la presse après le COVID-19. Ce débat est utile et important. Important parce que lorsque nous savons que les recettes publicitaires des médias baissent de façon assez drastique, et que ces recettes sont en très grande partie siphonnées par les Facebook et Google, et que les audiences des sites ont explosé durant cette pandémie mondiale et malgré cela, les lecteurs ne sont pas prêts à payer pour les informations qu'ils consomment. Il faut avouer que la crise sanitaire mondiale n'a pas arrangé les choses parce qu'elle n'a fait qu'exacerber les difficultés économiques des médias, quels qu'ils soient, la presse écrite, la presse en ligne, la radio et les télévisions. Et nous savons que tous ces médias, tous ces supports d'information, bien avant la pandémie, étaient déjà fragilisés par une crise sanitaire mondiale. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment relever ce défi. Que faisons-nous pour aider le journalisme à être viable, non pas sur un court terme, mais de façon durable? Quel modèle d'affaires aujourd'hui serait plus viable? Et si nous réinventons le modèle d'entreprise du journalisme à partir de zéro, à quoi cela ressemblera-t-il? De toute façon, ce sont de bonnes questions à poser et pour y répondre, nous avons des personnes formidables, de grands experts qui nous rejoignent aujourd'hui. Je suis très ravi de dire que nous avons certains des meilleurs esprits du paysage médiatique et numérique qui vont mener cette conversation. Nous accueillons aujourd'hui M. Philippe Couve, qui est journaliste depuis les années 90, plus de 20 années d'expérience. Il a été présentateur de journaux sur RFI et puis plus tard grand reporter. M. Couve a dirigé ensuite le service Internet de RFI, Radio France Internationale jusqu'en 2006 et il a participé également à l'aventure de plusieurs players comme Rue 89, OVNI, Newsring avec Frédéric Tayden. Et avant de lancer en 2010 Samza.fr dont il est le fondateur. Et Samza est spécialisé dans l'accompagnement de la transition numérique. Il appuie les entreprises dans le secteur des médias et de la communication, mais aussi les organisations non gouvernementales et des institutions culturelles. Et M. Philippe Couve participe régulièrement à des conférences sur les révolutions dans le monde des médias. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Le second invité est Emmanuel Wongib. Il est le directeur général adjoint de la chaîne de télévision nationale du Cameroun, la Cameroun Radio Television, CRTV. Il enseigne également à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication à Yaoundé. Il a travaillé pour la chaîne américaine CNN et la Deutsche Welle. Il a également animé plusieurs formations à l'étranger en tant qu'expert du programme des Nations Unies pour le développement. Merci également à M. Emmanuel pour l'honneur que vous nous faites d'être ici. Nous avons aussi avec nous le journaliste et l'homme Atisoube. Il est le directeur de publication de l'hebdomadaire togolais La Nouvelle Tribune. Notre intervenant totalise une dizaine d'années d'expérience professionnelle dans la presse audiovisuelle en ligne comme dans la presse écrite. Il est, il faut le rappeler, le lauréat de la deuxième édition du prix Laurier du journalisme d'impact en 2019, organisé par l'ambassade des États-Unis et le système des Nations Unies au Togo. Il est reconnu au Togo comme l'un des journalistes d'investigation et analystes les plus dynamiques. Avec une expérience pour des sujets d'ordre socio-économique, il est l'auteur de plusieurs enquêtes et il fait également partie de nos intervenants sur ce webinaire. Son journal, La Nouvelle Tribune, fait partie des 5300 journaux dans le monde sélectionnés et qui bénéficient actuellement du Journalism Relief Fund de Google News Initiative, un fonds d'urgence de Google pour sauver le journalisme en cette période de crise sanitaire.
Avant de commencer avec les questionnaires, je voudrais préciser aux participants qui nous suivent que ce webinaire est organisé par le Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes et que le webinaire est diffusé en direct dans le groupe privé sur Facebook du forum. Et pour ceux qui éventuellement ont des questions à poser à nos panélistes, vous pouvez les soumettre dans les commentaires sur Facebook ou vous pouvez également le faire directement dans la boîte de chat ou la boîte de discussion en bas de vos écrans. Nous allons commencer avec Monsieur Philippe Couve qui a structuré plus de 24 médias et leur modèle économique ainsi que leur rapport aux questions de déontologie et à de possibles conflits d'intérêts. Monsieur Couve, notre première question serait de savoir, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui comment s'expliquent les difficultés économiques des médias? Alors, c'est compliqué de répondre globalement, mais je vais prendre le cas de la France, par exemple. La chute de l'audience, par exemple, de la presse écrite en France n'a strictement rien à voir avec Internet. Quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que la chute de la diffusion des médias de presse écrite en France s'amorce à peu près à la fin des années 60, début des années 70, donc on va dire 68 en général, c'est le point de retournement. Donc, depuis cette date-là, depuis la fin des années 60, début des années 70, l'audience de la presse écrite est en baisse. Ça n'a pas eu des répercussions économiques majeures tout de suite, puisque ces médias étaient sur leur zone de diffusion en situation de monopole ou de quasi-monopole, à savoir qu'il y avait un média, notamment un média régional par région, et qu'il n'y en avait pas plusieurs ou rarement plusieurs. Et dans pas mal de cas, je crois qu'aux États-Unis, le même cas de figure s'est retrouvé. Donc, à ce moment-là, à cette période-là, lorsque des acteurs économiques, des supermarchés, des commerçants, quels qu'ils soient, voulaient atteindre leur public, bon, ils avaient différents moyens. Ils pouvaient faire des annonces à la télé, mais c'était très cher. Ils pouvaient faire des annonces à la radio, c'était un peu moins cher, mais quand même un peu coûteux. Et puis, le plus précis en termes de diffusion, alors il pouvait y avoir les affiches, mais sinon, c'était le journal. Et la presse a bénéficié, la presse écrite a bénéficié de cette rente, en quelque sorte, liée à des positions de monopole ou de quasi-monopole, qui a évité qu'elle ne se pose des questions sur son adéquation avec les attentes de l'autre partie de son audience, c'est-à-dire que les annonceurs sont une partie de l'audience, et puis la principale partie, c'est quand même les lecteurs. Et il y a une désaffection qui est assez continue des lecteurs, notamment vis-à-vis de la presse écrite, depuis cette période du début des années 70. Ça s'est forcément accéléré à partir de l'apparition d'Internet et de médias alternatifs, puisque l'offre est apparue à ce moment-là beaucoup plus large et qu'il n'y avait plus de situation de monopole qui tenait. Et par ailleurs, toute une partie de l'économie de ces médias, qui était l'économie des petites annonces, s'est littéralement évaporée, puisque les petites annonces sont passées aux États-Unis sur Craigslist, ailleurs sur des sites qui aujourd'hui s'appellent Le Bon Coin ou autres, peu importe. En tout cas, tout ce qui est petites annonces, lorsqu'on veut vendre une voiture, lorsqu'on veut louer un appartement, une maison, etc., tout ça a disparu des journaux alors que c'était une partie de leur recette. Donc, pour la faire très courte, et je ne vais pas m'étendre plus, mais je reviendrai peut-être un peu plus longuement plus tard, la situation de dégradation, elle est liée à ces différents éléments, à savoir une moindre adéquation des médias, notamment de presse écrite, avec leurs audiences, et d'autre part, un changement lié à Internet qui a fortement disrupté, comme on dit en bon français, leur modèle économique en supprimant littéralement des lignes de ressources dans leur budget. Merci beaucoup, Monsieur Philippe. Nous allons éventuellement revenir sur un des aspects de votre intervention. Mais, Monsieur Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous présenter de façon un peu globale la situation? Monsieur Emmanuel. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter de façon un peu globale la situation?
oui, je dirais que c'est difficile de le présenter de manière globale parce que les réalités varient d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Mais on a, nous tous, observé que la presse a eu beaucoup de difficultés, particulièrement, surtout la presse écrite, ces dernières 5 années, en Afrique, au Cameroun et dans d'autres pays africains. Mais ces difficultés n'ont pas été les difficultés liées seulement aux facteurs exogènes, c'est-à-dire les facteurs qui viennent d'ailleurs, mais les facteurs endogènes, les facteurs nés de manière que nous, les journalistes, nous faisons notre travail. Aujourd'hui, face à cette crise, j'ai dit oui, la contradiction pour moi, c'est que si on regarde les réalités, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, pendant cette période de Covid, que ce soit les audiences au niveau de la radio ou au niveau de la télé, les audiences affichées sont excellentes. Que ce soit sur le site web, la consommation est aussi importante pendant cette période. Mais la contradiction, c'est que pendant cette même période où on a une performance qui est remarquable en termes d'audience, c'est à ce même moment qu'on a une chute libre des commandes publicitaires. Pour certaines de nos stations télé-radio qui avaient des engagements à long terme, ils ont vu ces commandes annulées. Donc, le constat est clair pour tout le monde. Il y a un bouleversement sans précédent qui met complètement à l'épreuve les modèles économiques qu'on utilise aujourd'hui. Et je me dis, est-ce que c'est parce que les modèles économiques sont mauvais? Je dis, il faut qu'on fasse attention un peu parce qu'il y a une conjoncture de deux phénomènes. À la fois la crise sanitaire et la récession économique qui avait déjà commencé à se signaler avant le Covid. Ces deux facteurs, arrivant au même moment, ont créé un effet qui est difficile à comprendre. Parce que si on a de bonnes audiences, ça doit se traduire en termes de recettes pour les entreprises. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que je dis comprendre ce phénomène et essayer de porter des solutions va demander qu'on soit un peu plus attentif au fait que ces deux faits différents qui se sont arrivés au même moment et créent un effet inattendu. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel. C'est le tour de Elam Atissoubé, qui est le directeur de la Nouvelle Tribune. Et ma question à vous, cher Elam, c'est de savoir, vous êtes le directeur d'un journal. Est-ce que les gens lisent encore les journaux? Bon, écoutez, merci de l'opportunité par rapport à ce webinaire. Est-ce que les gens lisent aujourd'hui les journaux? Je pense que mon confrère Philippe Couve a bien fait de présenter la situation en France, en passant par le Cameroun avec Emmanuel Wongib. Est-ce qu'aujourd'hui les gens lisent les journaux? La question est oui. Maintenant, combien de personnes face aux défis des technologies de l'information et de la communication
Aujourd'hui, on constate que tout le monde a une tablette, tout le monde a un téléphone portable et l'information est devenue plus digitale et qu'on n'est plus à l'étape où il faut forcément un tabloïd ou des pages pour pouvoir lire l'information. La preuve, il y a la messagerie qui est en train de disparaître dans plusieurs pays, notamment la France, avec le dépôt bilan de la dernière fois pour Prestalis, repris par un autre groupe. Et donc, aujourd'hui, comme vous le constatez, les gens ne sont plus trop enclins à lire le journal papier. Mais tant bien que mal, vous savez que c'est le plus ancien support en matière de médias, c'est le journal papier. Et en tant que référence, en tant qu'ancêtre, il va falloir qu'on puisse nous-mêmes, en tant qu'acteurs de la presse écrite, voir dans quelle mesure nous pourrons redorer le blason de ce support, voir comment nous pourrons révolutionner ce support pour apporter un plus aux lecteurs, parce que les articles, les investigations, les reportages, les grands reportages, c'est vrai, avant on les lisait, mais aujourd'hui, les gens sont moins enclins à le lire parce que trop long, ça prend trop de temps dans un contexte où l'économie est en train de dicter sa loi à toute initiative qui se prend au niveau mondial, national et au niveau local. Voilà. Allô? 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 Je propose de rebondir là-dessus éventuellement si vous m'entendez. Je crois qu'il y a une situation qui… Alors, aujourd'hui, vous m'entendez? Tout à fait. Oui, Okay. oui. Je crois qu'il y a une situation aujourd'hui qui est… qu'on voit se mettre en place aux États-Unis, qu'on voit se mettre en place en France et peut-être dans d'autres endroits, qui est une situation où on a un ou deux médias de référence. Si on prend le cas de la France, ça va Il y a être, eu ma connexion exemple… Internet qui était un peu défectueuse et qui est partie. Maintenant, vous m'entendez? Oui. Oui. C'est bon. En écoutant Elom, j'ai une question pour M. Philippe. La question, c'est de savoir, est-ce que les médias traditionnels, est-ce que ceux qui sont éditeurs des journaux doivent se tourner vers Internet et les nouvelles technologies pour intéresser davantage les lecteurs? J'ai envie de dire que c'est une question d'hier, ça. La question d'aujourd'hui, c'est pas de savoir s'il faut aller sur le digital, c'est pas de savoir s'il faut aller là où sont les lecteurs, là où sont les audiences. C'est plus un débat, c'est plus une question, et y compris lorsqu'on est en Afrique, quand on sait… Alors, on a parlé des difficultés de la distribution de la presse écrite imprimée en France, mais on sait que dans énormément de pays d'Afrique, notamment d'Afrique de l'Ouest, c'est très très compliqué, même de couvrir l'ensemble d'une capitale. Alors parlons pas des coins les plus reculés des pays. Alors que de plus en plus largement, la connexion arrive dans beaucoup d'endroits. Alors il reste des zones blanches bien sûr, mais elle arrive quand même dans un nombre de plus en plus important d'endroits. Ce qui me semble important, et ce que j'avais commencé à expliquer, c'est que sur des marchés comme le marché américain ou le marché français, on voit des choses se mettre en place, à savoir qu'il y a un ou deux, voire trois maximum, médias dominants. Alors, aux États-Unis, ça va être le New York Times ou le Washington Post, qui sont des médias auxquels on s'abonne, je dirais, alors non seulement pour la qualité de reportage, des enquêtes, etc., mais parce que ce sont des médias qui, par leur taille, leur professionnalisme, nous offrent en quelque sorte une garantie qu'on va tout savoir. Donc,
En quelque sorte, c'est un média de sécurité. Je sais que si je suis abonné à ce média, et il y a des millions, je crois 6 millions et quelques de personnes qui se sont abonnées au New York Times en digital, c'est une manière d'être sûr, d'être informé et à peu près correctement informé d'à peu près tout, que ce soit de l'international, de la culture, des informations locales, etc. Voilà, c'est une forme de… Cet abonnement-là est une forme d'assurance pour les gens qui le souscrivent. Et puis, et le Washington Post, par exemple, joue un peu le même rôle, etc. Et en France, on va avoir Le Monde et Le Monde.fr ou Le Figaro qui jouent ce genre de rôle, un espèce de supramédia auquel on s'abonne pour être sûr d'être informé. Et puis, il y a à côté de ça d'autres médias qui se développent, alors que ceux qui sont pas très gentils appellent des médias de niche, mais qui sont surtout des médias d'adhésion, qui sont des médias qui ont une vocation moins généraliste, peut-être à s'adresser à moins de monde, mais qui défendent une idée, qui défendent une vision du monde, qui peuvent défendre une ligne politique, qui défendent peut-être des intérêts particuliers et qui sont très redevables à leur communauté de lecteurs, à leur communauté d'audience. Et ce sont aujourd'hui ces médias-là, qui ne sont pas toujours des gros médias, qui ont parfois des rédactions d'une dizaine, d'une vingtaine, voire d'une cinquantaine de personnes maximum, et qui arrivent à générer une forme d'adhésion, et cette adhésion se traduisant là aussi par des abonnements, alors à une échelle bien moindre que les grands médias cités précédemment, mais qui permet à ces médias de trouver leur équilibre. On a l'exemple en France de Mediapart, qui est un média d'enquête, mais qui est surtout un média d'adhésion auquel on s'abonne parce qu'on veut qu'ils puissent continuer à poursuivre leurs enquêtes. Il y a une forme de militantisme, en tout cas j'ai l'impression, dans cette forme d'adhésion. Et ça, c'est quelque chose qui a profondément changé parce que, comme ça a été rapidement évoqué, aujourd'hui, aucun patron de médias sur le numérique ne pense qu'il va arriver à équilibrer son média avec la publicité. La publicité, ses tarifs n'arrêtent pas de dégringoler. Parfois s'évaporent, comme on l'a vu au moment du pic de la crise du Covid. Et les budgets médias sont largement passés chez Google, chez Facebook ou chez d'autres opérateurs. Donc, manifestement, il n'y a plus que marginalement des ressources publicitaires à aller chercher. Alors, ça pose la question, cette question de l'abonnement, pose pas mal de questions pour l'Afrique, parce que qui dit abonnement en ligne dit à un moment donné bancarisation ou accès à des moyens de paiement qui permettent de régler des abonnements en ligne. Et ça, c'est problématique, même si des solutions comme le mobile money se développent, mais ça reste encore relativement limité. Et aujourd'hui, je pense que c'est un grand défi auquel auxquels sont confrontés les médias sur le continent. Alors, monsieur Emmanuel, dites-nous, est-ce que lorsque les médias sont financés, par exemple, par des publicités, ou lorsque vous, par exemple, qui travaillez dans une chaîne de télévision nationale, vous avez des financements publics et ensuite un modèle économique qui est basé sur les recettes publicitaires, mais dites, est-ce que ça permet de garantir une information viable? Commençons par dire que notre modèle est un modèle hybride. Il y a des chaînes de radio-télévision, de services publics aujourd'hui, qui ont un modèle qui est essentiellement basé sur le financement de fonds publics. On reçoit les fonds publics et on a une agence marketing qui génère de l'argent à partir de publicité. Je peux vous garantir que même cet modèle hybride, dans les circonstances qui sont les nôtres, et particulièrement pendant cette période de crise, ne montre pas plus efficace que nôtre. Je vous prends l'exemple du Cameroun. Si le financement est public et l'État fait face à des difficultés à cause de Covid et de la récession, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, l'État du Cameroun a révisé
son budget à travers l'Assemblée nationale à la baisse, le budget de 2020. Par conséquent, le conseil d'administration de la CRTV a révisé le budget de la CRTV à la baisse par 15%. Donc, il y a un lien direct et des conséquences directes qui découlent de cette relation et de cette source de financement. Et pendant cette période, l'agence marketing qui travaille pour le compte de la CRTV fait face aux mêmes difficultés qu'a évoqué Pierre, qu'a évoqué Elom, en termes de soit de chute de commandes publicitaires ou bien d'annulation de commandes qui ont des campagnes qui étaient déjà prises, étalées sur l'année. Donc, c'est une situation difficile pour tout le monde, mais je suis convaincu que de chaque crise apporte son lot de défis, mais aussi des opportunités. Et c'est vers ça qu'il faut qu'on s'oriente de plus. C'est vers cette direction qu'il faut regarder de plus en plus pour faire d'abord, pas seulement combler le vide financier, mais d'abord continuer à jouer notre rôle, remplir notre mission de service public et rester un média qui fournit des services attendus aux populations. Si je reviens sur cette deuxième partie qui est qu'est-ce que les médias font avec ces difficultés pour rester utiles, je vais évoquer deux exemples. Le premier exemple pour moi est résumé par la phrase « le client est roi ». Et ce n'est pas un slogan. Quand vous le prenez par conviction, ça vous inspire, ça vous amène vers le chemin d'excellence. Le client est roi en quoi? Prenons l'exemple de chaînes publiques. Si vous passez tout le temps sur l'institutionnel, alors rendre une télévision presque un album photo des dirigeants, vous allez perdre les téléspectateurs, les auditeurs, et par conséquent, vous ne pouvez pas attirer même le peu de publicité qui reste. L'exemple battant pendant cette période pour moi, c'est les initiatives prises par les radios et les télévisions privées en Afrique pendant cette période de Covid sur le plan d'éducation. Beaucoup de chaînes qui n'avaient pas avant le Covid des émissions spécialisées sur l'éducation se sont réinventées. En quoi faisant? En se disant, avec les milliers, les millions des enfants, des étudiants et des élèves qui sont à domicile, fournissons un contenu pour les aider à continuer à faire les études. Si je prends le cas de la CRTV a diffusé pendant 3 mois consécutifs, chaque jour, 7 heures d'émissions exclusivement dédiées au curriculum pour les élèves, en radio et en télé, et plusieurs télévisions africaines en ont fait. Et pour une fois, les parents, les politiques ont été très, très reconnaissants pour ces initiatives. C'est en essayant d'être proche de nos clients. Nos clients, dans ce sens,
Si on prend l'exemple. Monsieur Manuel, en quoi ces initiatives permettent, par exemple, oui, monsieur Manuel, en quoi ces initiatives permettent aux médias publics d'être rentables? La rentabilité est trouvée parce que beaucoup de ces émissions, si je prends le cas de la CIATV, ont été sponsorisées parce que les entreprises qui avaient encore un peu d'argent se sont rendues compte que pendant 7 heures, les élèves étaient pour une fois scotchés devant les écrans, à côté de leur radio. Et la rentabilité, il ne faut pas seulement chercher point de vue argent, surtout pour les chaînes de services publics. Ces chaînes bénéficient déjà de financement de l'État qui viennent généralement, qui proviennent des impôts payés par les populations. Donc, il faut chercher un autre moyen. Ce n'est pas seulement l'argent. Est-ce que les gens qui financent vos opérations sont satisfaits, sont contents de votre de services que vous les apportez? Donc, si on regarde seulement en termes d'argent, je dis particulièrement pour les chaînes publiques, ce ne sera pas le seul paramètre qu'on peut juger pour évaluer cet apport. D'accord. Alors, monsieur Elom Atisobé, nous avons écouté tout de suite monsieur Manuel qui a évoqué, par exemple, le développement de nouveaux programmes, la sponsorisation. Il a également mentionné les fonds provenant du secteur public. Mais dites-nous, à votre avis, quelle est la stratégie de croissance la plus efficace? Est-ce qu'il faut aller vers les institutions, les donateurs? Quelle est, à votre avis, une stratégie qui pourrait vraiment être efficace pour les médias? Bon, écoutez, la stratégie qui pourrait paraître plus intéressante pour les médias, c'est de quand même faire du lobbying, aller vers des institutions. Vous savez, il y a des fondations philanthropiques, il y a des fondations, des organismes internationaux qui financent la presse ou qui sont quand même sensibles à la presse en difficulté. C'est le cas de Google qui, en cette période de crise sanitaire, a lancé le Journalism Relief Funds qui permet de sauver d'urgence le journalisme en pleine pandémie parce qu'on a constaté qu'au niveau de beaucoup de rédactions, il y a des difficultés, il y a beaucoup de choses qui se passent et donc c'est des fonds qui vont de 5 000 à 85 000 $ pour plusieurs rédactions dans le monde. Et donc, des initiatives comme ça qui sont quand même prises par Google pour sauver la presse en difficulté, sauver les rédactions qui prennent de l'eau en cette période de crise sanitaire, à part le fait d'aller ou de scruter ces pistes relatives justement à la mobilisation au fundraising auprès des organismes internationaux, il faut qu'au niveau de chaque État, on puisse mettre en place un fonds d'aide à la presse, un fonds d'urgence d'aide à la presse, parce qu'au Togo, c'est vrai qu'il y a eu des initiatives éparses. Il y a eu l'État qui a quand même fait un petit geste au niveau de la presse, mais c'est vraiment insuffisant par rapport aux difficultés des confrères sur le terrain. Je ne sais pas la situation dans les autres pays, mais je crois qu'en général, il faut un fonds d'urgence pour sauver la presse, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se mettre derrière le rideau et regarder comme si tout allait bien. Nous sommes conscients du fait qu'il y a plusieurs secteurs d'activité qui ne marchent pas. Il y a beaucoup de choses à revoir au niveau de chaque État pendant cette période de crise sanitaire. Mais comme on le dit, la presse est le quatrième pouvoir. Il faut quand même que dans tout pays où il y a la démocratie, la consolidation de la démocratie, il y a quand même un minimum d'efforts qui se fait en ce qui concerne la consolidation de la démocratie, la promotion de la paix. Et il faut quand même essayer de promouvoir la pluralité d'opinion pour garantir une certaine stabilité de ce pays. Et donc, au-delà du fundraising auprès des organismes internationaux, du fonds d'aide d'urgence que chaque État pourrait être amené à mettre en place, il faut aussi maintenant et plus que jamais insister sur les accords de Florence avec la détaxe des intrants. Vous savez que le Togo fait partie de ces pays qui ne respectent pas encore ces accords de Florence. Il y a bien d'autres pays également. Il faut aller justement vers la mise en œuvre de ces accords de Florence pour permettre à la presse, surtout la presse écrite, de bénéficier de ces fameux
faveurs ou de ces avantages dans le cadre des accords de Florence signés par chaque État. Donc, voilà un peu en 3 points ce que je pourrais dire pour quand même sauver aujourd'hui la presse en difficulté en pleine pandémie du coronavirus. Monsieur Philippe, est-ce que vous partagez cette opinion ou cet avis émis par Elon Matisogbe qui pense que le gouvernement devrait jouer un rôle pour sauver la presse? C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays, mais c'est pas, comment dire, c'est pas dénué de contradictions et parfois d'arrière-pensée. Parce que si le gouvernement décide des médias qu'il va aider et de ceux qu'il ne va pas aider, il s'octroie une sorte de droit de vie et de mort un petit peu sur les médias en question. On est dans des situations de crise profonde, aggravées encore par ce moment très particulier du coronavirus. Donc, dans ce moment particulier, je pense que tout ce qui peut aider les journaux à survivre est une bonne chose, mais on parle bien de survie. Si on se projette un peu plus loin, je pense que le seul horizon, et aujourd'hui le seul horizon véritablement crédible, c'est d'être acheté par ses lecteurs, par son audience. Alors, on va dire que pour ce qui est des médias audiovisuels, c'est un peu plus compliqué dans la mesure où ce n'est pas une tradition, on n'a pas l'habitude de payer pour sa télé ou de payer pour sa radio. Mais dans ces domaines-là, on peut encore trouver une place pour de la publicité puisque ces géants du numérique dont on a parlé, Google et Facebook, ne sont pas, ou pas encore, en tout cas présents sur ce secteur particulier de la radio et de la télévision. Mais néanmoins, ils détournent, par leur simple existence, une partie de la manne publicitaire, puisqu'il y a des annonceurs qui, au lieu de mettre tout leur argent sur des campagnes télévisées, vont en mettre une bonne partie sur des campagnes sur les réseaux sociaux ou des campagnes de référencement, etc. Donc, la seule solution, je pense, c'est de viser aussi rapidement que possible à une économie qui repose d'abord sur le financement des audiences pour les médias qui sont de presse écrite ou issus de la presse écrite et les médias numériques en tout cas. Monsieur Philippe, vous avez aussi cet avantage-là de scruter 24 médias et leur modèle économique ainsi que le rapport aux questions de déontologie. Mais après ce travail, quelle analyse allez-vous sortir? Quel a été votre... Alors, c'est un travail ancien, c'est un travail qui a 10 ans. 10 ans dans le monde dans lequel on vit, c'est quasiment la préhistoire. Donc beaucoup de choses ont changé puisqu'il y a 10 ans, Facebook n'avait pas le poids qu'il avait, WhatsApp n'était quasiment pas là. Enfin bon, voilà, beaucoup de choses dans notre univers d'écosystème de l'information ont changé depuis. Donc les attendus qui étaient ceux de ce rapport aujourd'hui sont à complètement réévaluer. Et la réévaluation que moi j'en fais aujourd'hui, c'est celle que je viens de vous dire, à savoir qu'il y a peu d'horizons du côté publicitaire et qu'on va vers une attrition quasiment. Les médias de presse écrite et les médias digitaux ont très peu de choses à espérer de la publicité. Du côté de la radio et de la télévision, c'est un peu moins pire, je dirais, dans la mesure où les géants du numérique ne sont pas présents sur ce terrain-là, mais quand même, ils arrivent à grignoter une part du revenu publicitaire en détournant l'attention des annonceurs. Donc, il est évident que l'avenir des médias passera par une reconnexion avec leurs audiences et un financement par leurs audiences de manière directe si possible, ce qui pose aujourd'hui la question des moyens de paiement et des modes de paiement à disposition pour les audiences sur le continent africain. Alors, monsieur Elam, pouvez-vous nous dire quel a été l'impact économique de cette crise sur votre journal, La Nouvelle Tribune?
comme tout organe de presse, vous savez, cette période est une période difficile. Particulièrement pour notre organe de presse, on a ressenti cette pandémie-là, on ressent les effets de cette pandémie justement par rapport à la presse écrite. Déjà, on avait une économie fragile, une économie de marché très fragile avec très peu d'annonceurs. Il y a encore très peu, sinon voire encore des gens ou des opérateurs économiques qui ne se manifestent pas ou qui ne se bousculent pas trop par rapport à des insertions publicitaires dans la presse ici. Et on a un marché un peu étroit avec un minimum de consommateurs. Pour ceux qui connaissent le Togo, ils savent de quoi je parle. Et donc, avec la crise sanitaire, c'est encore plus difficile de joindre les deux bouts, de s'en sortir. Et pour la Nouvelle Tribune, déjà, nous avons réduit notre version papier à une version numérique que nous envoyons à nos abonnés. Nous vendons plutôt les parutions électroniques en ligne plutôt que de faire du journal papier. C'est vrai qu'ici aussi, la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication a pris quand même une décision pour dire que pour les dépôts légaux, elle souhaiterait avoir des parutions électroniques plutôt que le journal papier. Et donc, pour la plupart des confrères ici, ils font quand même aux parutions électroniques. Ils ont quand même suspendu pour le moment la parution papier. Mais pour d'autres, ils combinent les deux. Ils combinent le papier et puis la version digitale qu'ils mettent en vente, en sachant bien évidemment qu'au niveau même des vendeurs de journaux, il y a quand même pas mal de difficultés qui existaient, et surtout avec la crise aujourd'hui, la manipulation du papier, parce que le virus est partout, etc., ça fait que les gens ont quand même pas mal de difficultés à acheter le journal papier. En plus de cela, vous savez très bien ce que vous avez comme difficulté économique en Afrique subsaharienne, surtout dans un pays comme le Togo, le pouvoir d'achat s'effrite considérablement. Et avec la crise sanitaire, vous avez constaté sur le terrain, ou on constate sur le terrain, une certaine frilosité en ce qui concerne l'achat des journaux également. Donc, on essaie de faire tant bien que mal, et nous guettons justement toutes les opportunités au niveau de l'international en ce qui concerne le fundraising ou d'autres initiatives qui permettent de se faire soutenir par des organismes internationaux ou des fondations philanthropiques sans quand même mettre en difficulté ou en péril la ligne éditoriale de notre journal ou de notre organe de presse. Et donc, voilà un peu ce que nous avons comme difficulté aujourd'hui sur le terrain, et particulièrement pour la Nouvelle Tribune. Merci beaucoup, monsieur Ello. Je reviens au directeur général adjoint de la CRTV pour lui demander quel est aujourd'hui, selon vous, l'avenir des médias. Comment définissez-vous l'avenir, ou comment voyez-vous l'avenir des médias après la pandémie du Covid-19? Je commence par dire, je partage entièrement l'élément sur lequel il faut, le levier sur lequel il faut actionner, tel que préconisé par Philippe, c'est nos clients. Et je pense qu'il faut que pendant cette période, nous, les professionnels, les patrons des médias en Afrique, qu'on questionne de manière objective, pas seulement les autres, mais nous-mêmes. Est-ce qu'on produit, est-ce qu'on a mis dans le marché les produits de meilleure qualité possible? Le journal qu'on a, est-ce que c'est le meilleur qu'on peut mettre sur le marché? La chaîne de télévision ou de radio, est-ce qu'on travaille de manière professionnelle pour qu'on puisse satisfaire nos clients? Est-ce qu'on a exploité, exploré tous les niches qu'on peut encore exploiter pour être plus utile et pour faire de l'argent? Moi, je pense que oui, il y a des problèmes qui ne sont pas dans nos cordes, nous les professionnels, mais il y a beaucoup qu'on peut faire à notre niveau
en commençant par dire, est-ce qu'on peut être plus professionnel et créatif? Est-ce qu'on peut, comme je disais avant, faire en sorte que le client, qui est le lecteur, qui est le téléspectateur, soit vraiment roi? Est-ce qu'on est proche de lui, ses attentes? Parce que j'ai peur que dans cet bouleversement, dans cette recherche de solutions, qu'on soit en train de chercher les solutions miracles. Je suis convaincu personnellement que chaque solution qui nous éloigne des principes cardinaux de notre métier, qui nous éloigne du cœur de ce métier, ne seront pas des solutions durables. On traverse des moments difficiles, mais restons sereines, cherchons des solutions là où on a la plus grande maîtrise. C'est notre métier, c'est là où on peut montrer de quoi on est capable. Essayons de travailler plus dans ces domaines que de chercher des solutions miracles. Il n'existe pas. Et la presse vit une crise aujourd'hui comme il en a vu beaucoup dans le passé. Il y aura beaucoup dans l'avenir. Chaque solution qui nous éloigne du cœur de notre métier, je peur, risque de nous amener vers d'autres crises parce qu'on ne serait plus en train de faire notre métier qui est le journalisme. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel. Nous rappelons à nos participants que les minutes qui suivent sont consacrées aux questions. Et s'ils ont des questions à poser à nos panélistes, c'est le moment de le faire dans la boîte de discussion en bas de leur écran. Ou s'ils nous suivent sur Facebook, ils peuvent soumettre leurs questions dans les commentaires juste en bas du live de ce webinaire. La question que j'ai pour Monsieur Philippe, c'est de savoir si au sein de votre organisation, au sein de samza.fr, vous avez eu des médias, vous avez eu des appels ou des demandes auprès des organisations qui vous ont contacté pour savoir quel modèle économique vous pouvez leur développer, vous pouvez leur soumettre pour pouvoir sortir de la crise financière qui affecte les médias. Les choses ne se passent pas exactement comme ça. Disons que cette problématique du modèle économique, elle est centrale depuis quasiment une vingtaine d'années maintenant. Et en fait, dans toutes les actions, et nous on fait beaucoup d'actions de formation, on fait beaucoup d'actions d'accompagnement des médias, c'est toujours dans un double objectif. Un objectif éditorial, un objectif journalistique, comme ça a été souligné par monsieur le directeur de la CRTV, et d'autre part, un objectif économique. C'est-à-dire qu'il faut arriver à croiser les deux, à bien faire le métier pour atteindre son audience. Et si on atteint son audience, à ce moment-là, on peut la valoriser, soit directement par le fait qu'elle achète ou qu'elle s'abonne, soit indirectement par la publicité. Donc en fait, il n'y a pas de recette miracle. Aujourd'hui, ça n'existe pas. La seule question, c'est quel lien de confiance et de proximité un média arrive à nouer ou renouer avec son audience. Et ça passe à la fois par la qualité du journalisme qui est produit, mais également par une forme d'attitude. C'est-à-dire qu'on a souvent, et c'est une pesanteur historique, des rédactions qui sont confinées avant même le Covid. C'est-à-dire, je m'explique, qu'on a des réunions de rédaction, des conférences de rédaction qui se tiennent en milieu clos, entre journalistes uniquement. Et ces journalistes, ils n'ont plus forcément quotidiennement des contacts avec les différents secteurs de la population dans le pays dans lequel ils travaillent.
Et ça, c'est aussi une clé importante dans le rétablissement de ce lien de confiance et de proximité avec les audiences. C'est le fait que les journalistes ne soient plus bunkerisés, ne soient plus confinés en quelque sorte, mais soient accessibles aussi pour les gens qui veulent leur poser des questions, leur soumettre des idées, leur parler de ce qui les préoccupe ou pas. Et donc, je pense que c'est tous ces éléments-là que les médias viennent chercher quand ils s'adressent à nous, à la fois des questions de compétences en vue de renforcer les compétences journalistiques, pour objectif d'aller aussi renforcer le modèle économique. Et tout ça passe notamment par un changement d'attitude et une attitude plus ouverte vis-à-vis des audiences. Monsieur Philippe, nous avons une question pour vous. Il y a un participant qui lui demande de lui détailler un peu comment construire véritablement une économie sur l'audience. Je lis la question, préciser quelques axes et outils de réflexion. Alors c'est compliqué comme je l'ai dit, il n'y a pas de recette magique, donc il faut regarder au cas par cas. Si on produit aujourd'hui, je ne sais pas, un podcast par exemple qui parvient à avoir une audience de niche particulièrement fidèle et particulièrement consistante, on ne va pas avoir la même réflexion que si on produit un site d'information politique dans son pays, ou que si on produit une chaîne vidéo de commentaires sur le sport et le football en particulier. Donc, il va falloir regarder, et c'est là toute la complexité des choses, et en même temps, c'est tout leur intérêt en ce moment, c'est qu'il n'y a plus une seule solution et une seule réponse unique, mais il y a des questionnements spécifiques au cas par cas en fonction des problématiques journalistiques auxquelles on décide de s'attaquer, des plateformes de diffusion qu'on choisit et de la cible finalement qu'on a choisie. Parce que l'une des choses qui est en filigrane aussi de tout ce qu'on a dit, c'est la question du grand public. Est-ce qu'aujourd'hui, un média généraliste sur le numérique a encore sa place? Ce n'est pas évident du tout, dans la mesure où, par exemple, si on s'intéresse au sport, on ne va pas vouloir un peu de sport, mais on va voir beaucoup de sport. Et un média généraliste ne fournit pas beaucoup de sport, mais seulement un peu de sport. Donc, les gens qui s'intéressent au sport vont aller vers les médias spécialisés dans le sport. Pareil pour la politique. Ceux qui s'intéressent à la politique vont toujours trouver qu'il n'y en a pas assez. Et donc, il y a de la place pour des médias spécialisés sur de la politique. Donc, tout ça pose sur le numérique la question du média généraliste. Et là, je pense, je reviens à ce que je disais un peu plus tôt, je pense qu'il y a peut-être de la place pour un ou deux médias généralistes parce qu'ils ont une capacité à couvrir l'actualité de manière satisfaisante pour la plupart des gens. Mais derrière eux, on va aller plus sur des médias spécialisés et des médias qui ont une communauté, c'est-à-dire un lien très étroit avec leurs audiences. Monsieur Lhomme, il y a un participant qui voudrait savoir si le fonds Google dont vous avez fait cas existe toujours et quelles sont les conditions pour en bénéficier. Je pense que Google a mis fin à cette compétition depuis avril. C'est quelque chose que vous confirmez? Oui, oui, je confirme. Google a mis fin à l'envoi des applications depuis avril. Et donc, il y a eu au total plus de 12 000 applications, c'est-à-dire 12 000 organes de presse qui ont postulé dans la plupart des pays à travers le monde. Et au finish, 5 300 médias ont été retenus pour bénéficier de ce fonds d'urgence pour sauver le journalisme. Et donc, dans ces 5 300 médias qui ont été sélectionnés, c'est sur la base de certains paramètres comme est-ce que vous arrivez à tenir aujourd'hui la rédaction, est-ce qu'il y a des démissions, est-ce que la vente en ligne, sinon la vente du journal papier, est-ce que ça tient, est-ce que ça ne tient pas? Et je précise également qu'il y a des groupes de presse
parmi ces 5 300, dont des groupes de presse en France qui ont bénéficié de 85 000 $ de Google pour sauver, ça fait environ 47 millions de francs CFA pour pouvoir se tirer d'affaire. Donc, je pense que c'est une bouée de sauvetage en général que Google a accordé à l'ensemble des médias, mais sur la base de certains critères et des applications qui ont été quand même soumises. Et il y a quand même eu un filtre qui a été fait au niveau de Google pour bénéficier de ce fonds-là. Je ne vais pas vous laisser vous arrêter là, puisqu'il y a une autre question qui s'adresse à tous les panélistes. La question, c'est de savoir comment relever le défi de qualité du rendu dans un contexte aussi difficile et précaire où la psychose du Covid font tarir nos sources d'information. Comment relever le défi de qualité dans un contexte de crise sanitaire? Je pense que dorénavant, que ce soit les patrons de presse, que ce soit les États qui financent les radios et les télévisions du service public, il y a une réalité qu'on ne veut plus échapper. On va vous demander de faire beaucoup avec moi. En tant que gestionnaire, en tant que manager, c'est un principe qu'on doit inculquer dans nos manières de faire. Dès qu'il y a une crise financière, c'est probable que le premier secteur qui sera touché, que sur les lignes budgétaires dans des entreprises, c'est la communication. On aura de moins en moins d'argent pour faire ce qu'on doit faire. Donc, c'est premièrement améliorer notre qualité de dépense. Et dans certains cas, la technologie nous aide à faire plus avec moins. Aujourd'hui, avec le cas de Covid, beaucoup de journalistes qui sont créatifs, qui sont ouverts, réussissent à faire leur travail aujourd'hui à moins de coûts. Si vous partez sur l'Internet, vous pouvez apprendre en quelques heures rapidement comment faire une interview vidéo n'étant pas physiquement devant votre interlocuteur. C'est les dépenses que vous devez faire, soit en taxi, des déplacements, que vous économisez. Ça ne vous empêche pas de travailler. On a vu pendant cette période des émissions de 2 heures de temps faites sans qu'il y ait un contact physique avec des gens. Et pourtant, avant, on faisait autrement. Je pense qu'au sorti de ça, il ne faut pas qu'on dise c'est des choses qu'on faisait pendant le Covid. Il faut qu'on le dise, on sera obligé d'amener avec nous, pour la période post-Covid, des expériences qu'on a eues pendant le Covid qui sont positives pour nous. Et soyons de clairs là-dessus, on ne dit pas qu'il y a une production zéro, mais on peut faire des productions attrayantes à moins de coûts. Il suffit qu'on soit imaginatif, créatif, et on peut trouver, et comme je dis, la technologie qui évolue nous accompagne dans cette nouvelle élan, dans cette expérience qu'on peut faire de plus en plus. Monsieur Philippe, c'est la question d'un notre participant. Et comment réinventer le contenu à l'ère du contexte difficile de Covid-19 pour toujours garder son audience? Alors ça, c'est pas compliqué. Enfin, dans le principe, c'est pas compliqué. Dans la pratique, ça l'est un peu plus. Il faut écouter son audience. La seule solution, c'est qu'il ne faut pas penser que les gens veulent entendre ceci, ont besoin de cela, etc. Il faut leur demander. Et moi, je suis toujours surpris quand des journalistes dans des rédactions me posent des questions, on devrait faire ceci, on devrait faire cela. Mais demandez aux gens qui vous lisent, demandez aux gens qui vous écoutent, demandez aux gens qui vous regardent. Et ils ont toujours l'air un peu éberlués. Comment ça, on va leur demander? Ben oui, vous leur demandez, c'est pour eux que vous travaillez, etc. Allez au contact, allez à la discussion. Et pour rebondir sur ce que disait monsieur le directeur de la CRTV, il est évident
aujourd'hui qui a un certain nombre d'outils, de dispositifs techniques à la portée de tous qui peuvent nous faire gagner du temps. Nous, on le sait très bien chez SAMHSA, où ça fait des années déjà qu'on forme des gens en Europe et en Afrique pour filmer, par exemple, des vidéos professionnelles avec leur smartphone, qu'on fait un certain nombre de formations comme ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un enjeu extrêmement fort sur la formation des managers. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils techniques, d'outils collaboratifs qui sont insuffisamment utilisés par les managers et qui permettraient de gagner beaucoup de temps, et non seulement de gagner du temps, mais parfois et souvent même de gagner de l'empreinte carbone. Parce que combien de fois je vois des gens arriver en retard dans des réunions de rédaction parce qu'il y avait des embouteillages terribles, ça se passe dans tous les pays du continent, alors faut avoir la possibilité d'avoir une bonne connexion. On aurait pu avoir une bonne partie de ces échanges, pas tous, on a besoin de se voir de temps en temps, mais il y a une bonne partie de ces échanges qui pourraient avoir lieu à distance sans être moins efficaces. Nous sommes presque à la fin de ce webinaire. Monsieur Lhomme, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à la réadaptation du contenu en pleine pandémie. Je pense que Philippe et Emmanuel ont quand même dit beaucoup de choses concernant ce volet. Et comme l'a dit Philippe, c'est très important d'être à l'écoute de son audience. C'est vrai qu'on n'est pas souvent, ou les journalistes ne sont pas souvent enclins à être à l'écoute de leur audience, surtout dans certains pays. On est plus apte à produire pour qu'ils puissent consommer. On n'est pas véritablement disposé à les écouter et à recueillir leurs propositions, leurs avis aussi sur le développement de l'actualité. Je pense qu'avec cette crise, il y a quand même des leçons à tirer. Il y a des choses positives que nous devons quand même appliquer, même après la COVID-19, pour permettre justement à la presse en ligne, à la presse écrite, à la presse audiovisuelle de renaître de ses cendres, parce que nous ne pouvons pas continuer à baver, nous ne pouvons pas continuer à faire la même chose, à rester statique et à ne pas vouloir véritablement écouter l'audience, cette audience pour qui nous existons, parce que sans elle, nous mourrons tout simplement. Monsieur Emmanuel, quelles sont les leçons que nous pourrons tirer de cette crise? Quelles sont les leçons que la presse, bien évidemment, peut tirer de cette crise pour sa suivi? C'est ma dernière question pour vous. Deux choses. Je parlerai de l'authenticité. Le débat aujourd'hui, à travers le monde, bien sûr, grâce au Covid, c'est quelle sera la nature de nos relations demain. Les relations au niveau d'État, au niveau de peuple, c'est-à-dire la commerce international, les relations internationales, le développement planétaire. C'est le questionnement qui préoccupe les gens aujourd'hui. Et ça peut sembler être très loin de nous, mais ça a un lien avec les médias. En Afrique, cette réflexion, qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que ça apporte? Aujourd'hui, je tire juste un simple exemple. Pourquoi en Afrique, dans nos radios, dans nos télés, on pense qu'un télénovela qui vient du Brésil, fut-il un télénovela de 20 ans, est plus attrayant que si on prenait le temps comme professionnel de travailler une série sur les contes africains. C'est l'authenticité. Il faut se rendre compte que les gens sont de plus en plus fatigués de voir la vie des autres miroiter pour eux. Les gens veulent se prendre en charge se prendre en charge, veulent être les maîtres de leur destin. Dans le média, est-ce qu'on est en train de faire ce questionnement?
Est-ce qu'on est en train de dire qu'est-ce qu'on peut présenter qui est authentiquement le nôtre? Et en dernier lieu, Philippe a parlé de gestion, le management. Est-ce que c'est parce que vous avez l'argent pour créer un journal que vous devez absolument être le directeur de publication? Vous avez créé, gérer cet organe comme une entreprise demande d'autres outils que peut-être vous, en tant que le meilleur journaliste de votre pays, n'a pas. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité parce que même nous, les responsables de radio et télévision publiques, vous savez, qui accèdent à ces postes par nomination, on doit être assez humble pour dire comment on fait pour avoir des outils pour gérer ces radios et chaînes qu'on nous a confiées. Et je pense que c'est pour moi deux défis qui sont très importants pour les journalistes et les patrons de médias africains. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Philippe, c'est une question assez personnelle. Dites-nous, est-ce qu'en Afrique, un média avec une approche comme celle de Mediapart aurait réussi comme Mediapart? Dans quel pays? En Afrique francophone, par exemple. Non, dans quel pays? Peut-être le Togo ici. Alors le Togo, non. Non, ça n'aurait pas marché. Au Bénin? Au Bénin non plus maintenant. D'accord. Après, vous pouvez continuer la liste et puis vous répondez vous-même. Non, ça va. Dites-nous, quelle est peut-être la dernière chose que vous aimeriez ajouter ou votre dernier mot? Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je vais le répéter de manière très brève, et c'est pour tous les journalistes, c'est pour tous les rédacteurs en chef, c'est pour tous les directeurs de rédaction. Faites entrer le public dans vos rédactions, organisez des rencontres, interrogez les gens pour savoir comment ils s'informent. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence, ça n'est pas une autre radio, une autre télé ou un autre journal de presse écrite, c'est un conglomérat de choses qui arrivent via Facebook, via WhatsApp, via Instagram pour les plus jeunes, avec un peu sur la télé, un peu sur la radio quand même, parfois des podcasts, des choses comme ça. Vous allez voir et comprendre aussi que l'univers d'information dans lequel baignent vos audiences, il a complètement changé. Et c'est ça, souvent, qui manque dans les médias dans lesquels je me déplace, dans les médias qu'on accompagne, c'est cette prise en compte, et c'est très compliqué parce que c'est multiforme, de cet environnement qui a complètement changé. Et ça s'est encore cristallisé de manière comment on va dire, bien plus forte à l'occasion de cette crise du Covid. Mais si les journalistes ne prennent pas en compte le bain d'informations dans lequel baignent leurs audiences, ils ne vont pas être en mesure de répondre aux besoins et aux attentes de ces audiences. Merci beaucoup et merci à nos participants. Merci surtout à nos chers panélistes qui ont accepté notre invitation et qui ont partagé avec nous des savoirs et des connaissances utiles pour la suivi des médias après la pandémie du Covid-19. Nous rappelons que nous avons dans la boîte de discussion soumis le lien de sondage. C'est un lien qui nous permet de savoir ce qui a intéressé les participants, ce qu'ils auraient souhaité que nous fassions, les questions qu'ils auraient aimé que nous posions. Et puis ensuite, est-ce que ce webinaire a été utile pour les journalistes qui nous suivent? Donc, vous pouvez également nous faire des recommandations en cliquant sur le lien et puis en répondant aux questions. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore rejoint le forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale, c'est sur Facebook, c'est un groupe privé. Je viens de mettre également le lien dans la boîte de discussion. Vous pouvez cliquer sur ce lien et nous rejoindre pour continuer les discussions sur la pandémie et surtout sur le journalisme. Merci surtout à M. Philippe Coupe qui a accepté aussi notre invitation et qui a passé ce bon moment avec nous. Merci à Emmanuel et également à Elon Matissogbe. Merci à vous. Et si des participants ont toujours des questions, vous pouvez me les faire parvenir par WhatsApp ou par mail ou directement dans le groupe. Je pense que les panélistes sont toujours disposés à pouvoir vous répondre. Merci, excellente journée ou bon après-midi à tout le monde. Okay.